alle Vertreter von der Presse, wir begrüßen ja schon bei dieser Pressekonferenz vom Nationalvorstand von Montgebel. Ich so nicht merci für Ihre Präsenz. Moin, wir haben gerade angefangen. Noch nicht verpasst. Ganz große merci für Ihre Präsenz heute Mittag, weil das ein eigentliche reguläre Nationalvorstand von Montgebel mit also politischen Positionen, dann aber auch ein wichtiger Nationalvorstand, dass die letzten für Sommer und dafür sind wir ganz froh, dass da zahlreich dabei sind. Gut, wir können aber mein Schloss lesen. Wir sind froh, dass da sind. Ich weiß, dass auch politisch viel los ist im Moment und die sind auch alle gut viel beschäftigt sind. Das bedeutet natürlich auch, dass wir viel beschäftigt sind und dafür umso mehr flott, dass er dabei sind. Und dann noch an einem super klimatisierten Gebäude. Wir hatten schon am Zoom eine Pressekonferenz, an dem wir mich schon entschuldigt, es geht warm. Dafür, mit dir wisst doch, die sind alle schon da gewesen bei der Pressekonferenz vom Comité National. Bon, maintenant, on a de nouveau, bon, je vais essayer d'être bref pour vous dire ce qui est essentiel. Maintenant, si je dis le dernier comité national avant l'été, c'est toujours le moment pour nous de dresser le bilan de ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Et nous constatons que nous avons eu beaucoup de travail, on a eu besoin d'un syndicat fort dans les périodes mouvementées dans lesquelles nous sommes. Et nous sommes contents de notre engagement au cours des derniers mois et aussi l'année passée au cours des tripartites. Et vous savez que la dernière tripartite a été essentielle pour nous parce que de nombreuses mesures ont été prises qui concernent directement les gens que nous défendons, donc tous les salariés à Luxembourg. C'était des soulagements pour les ménages dans différents points. Je ne vais plus en parler. Ce qui était très important pour nous, c'était que dans cet accord de la tripartite, tous les partenaires sociaux, le gouvernement, tous ont approuvé le mécanisme de l'index. C'était une partie importante de cette tripartite. Mais tout le monde a aussi reconnu qu'il faut soutenir tous les ménages avec le plafonnement des prix pour soutenir le pouvoir d'achat, mais aussi toutes les autres mesures sur les intérêts pour les personnes qui ont un prêt hypothécaire, qui ont aussi le crédit d'impôt pour... C'était des aspects très importants, mais un autre élément très important de cette tripartite, c'était, comme vous le savez, pour l'OGBL, la question de l'adaptation du barème fiscal. Et ce matin, au comité national, nous avons fait une récapitulation, nous avons insisté sur ce point et nous avons dit, il y a toute une série de questions dans la politique fiscale qu'il faudra clarifier. Et maintenant, le gouvernement vient de nous annoncer qu'il n'y aura pas de réforme fiscale, mais il faut quand même que quelque chose se passe parce que depuis le début de la dernière mandature, les gens ont connu beaucoup de pertes au niveau de leur pouvoir d'achat en raison du phénomène de la progression froide dont je ne vais plus parler. Nous en avons beaucoup parlé au cours des derniers mois, mais pour le GBL, c'était un point important. Nous avons toujours souligné que les classes moyennes et aussi les salaires bas étaient vraiment concernés par les augmentations fiscales qui se sont produites pendant toute cette mandature et pour cela il nous faut une adaptation du barème fiscal à l'inflation. Et on nous a partiellement donné raison. Mais donc une adaptation partielle du barème a été réalisée. C'était une percée importante parce que pour quelques mois auparavant, on nous a dit dans les tripartites que c'était impossible, que c'était un harakiri politique, qu'on ne pouvait pas le faire, que ce n'était pas finançable. Et quand même, tout d'un coup, cela pouvait fonctionner. Et je ne voudrais pas m'en cacher, c'était surtout grâce à la pression de l'OGBL et de ses militants. Grâce à cela, le sujet a figuré à l'ordre du jour et on a agi dans cette direction. Puis on a décidé, à partir du mois de janvier 2024, donc le barème fiscal sera partiellement adapté à l'inflation de 2,5 tranches indiciaires. Ce n'est pas tout ce qu'on aurait dû faire, mais partiellement.
et nous voulions l'avoir à partir de 2023, mais techniquement ce n'était pas possible. Donc on a dit qu'on va le faire à partir de 2024 pour répondre à l'adaptation fiscale. Bon, donc, on a introduit parallèlement un crédit fiscal à concurrence de tout ce que les salariés et les retraités auraient reçu si le barème fiscal avait été adapté pour 2 tranches. Et maintenant, c'était un exercice techniquement difficile parce que c'est un crédit fiscal individuel en fonction de l'importance du salaire, en fonction de la classe fiscale dans laquelle on est. Et cela a pris un certain temps. Et cela a même duré longtemps. Et nous l'avons attendu longtemps et nous sommes contents de voir maintenant que pas plus tard que le 29 juin, cette loi a enfin été votée. C'est peut-être un petit pas en direction de l'adaptation du barème à l'inflation, mais c'est un pas symboliquement important et c'est aussi important pour le pouvoir d'achat des ménages et pour le renforcement de ce pouvoir d'achat. C'était le premier point du comité national que nous voulions souligner. Nous sommes contents que, grâce à notre pression et à notre engagement, cela ait été fait. Voilà, la loi est votée. Maintenant, après l'adaptation, il y aura l'adaptation du barème à partir de 2024 et pour l'année 23, nous aurons le crédit d'impôt conjoncture qui correspond à l'équivalent d'une adaptation de 2 tranches indiciaires. Et maintenant, nous avons un OGBL News où vous pourrez trouver les chiffres précis de l'importance de ce crédit fiscal. Maintenant, il vaut pour 12 mois, pour les 12 mois de 2023 et pour les mois écoulés de cette année. Et il y aura, avec l'application de la loi, d'un seul coup, un versement rétroactif pour ce crédit d'impôt. Et c'est quand même un allègement. Et c'est une aide dans la situation dans laquelle nous sommes, où tout devient plus cher et où les gens sont confrontés à de grandes dépenses. Évidemment, nous ne parlons plus que de l'augmentation des prix de l'énergie, que nous avons pu compenser d'une bonne manière, qui ont été plafonnés. Nous savons tous que les prix des aliments ont aussi augmenté, et cela touche tout le monde dans le porte-monnaie, jusque dans les classes moyennes. Et donc c'est une bonne méthode, un bon moment pour faire un bilan et pour dire que pour l'organe suprême du plus grand syndicat du pays, nous avons beaucoup travaillé et c'était important, nous allons continuer à le faire. Nous avons toujours du pain sur la planche, de nombreux défis nous attendent. Maintenant, nous sommes arrivés au dernier comité national avant les vacances d'été, l'avant-dernier avant les élections parlementaires en octobre. Et il y aura une orientation politique pour l'avenir de notre pays et on va décider qui va décider dans quelle direction nous irons. Cela nous concerne tous. Le GBL est la première représentation des salariés et des retraités pour nous. C'est très important qu'on ait une orientation politique qui s'oriente aux intérêts de la population. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui sont concernées, les salariés de tous les secteurs économiques, les luxembourgeois et aussi toutes les autres nationalités, les résidents et les frontaliers, mais aussi leurs familles, les retraités, les jeunes. Tout le monde est concerné par ce qui est décidé. Et pour cette raison, nous nous invitons dans cette campagne électorale pour les élections parlementaires. Nous sommes un syndicat indépendant. Nous avons une indépendance totale par rapport aux partis. Nous disons ce que nous pensons. Nous le disons à tout le monde. Nous ne sommes pas politiquement neutres. Un syndicat ne peut pas l'être. Et pour cette raison, nous allons continuer à faire passer nos messages. Maintenant, nous vous avons informé récemment dans une conférence de presse. Nous avions réalisé une brochure avec
ce qui nous paraît important pour le programme électoral des partis. Et là, nous avons déjà dû réduire nos revendications sur les points essentiels. Nous avons beaucoup plus dans nos programmes. Nous ne pouvons pas tout indiquer dans les documents que nous envoyons à nos membres et aux partis. Donc nous avons un programme raccourci sous une forme très courte pour nous concentrer sur nos priorités politiques à l'adresse du prochain gouvernement et à l'adresse des partis qui devraient intégrer nos idées dans le programme dans la mesure du possible. Nous parlons du droit du travail de demain, de la formation, de la politique fiscale, des inégalités dans ce pays et de la pauvreté. Et évidemment, la ligne rouge pour nous, c'est l'index, mais nous parlons aussi de la sécurité sociale et de la santé, du logement, une crise que nous devons supprimer ou gérer, l'éducation, l'égalité entre hommes et femmes, des services publics forts et aussi l'importance du renforcement du dialogue social. Nous avons déjà eu une conférence de presse à ce sujet, donc vous avez déjà vu tout cela. Et nous avons rédigé cela sur un document à l'attention de tous nos membres parce que on retrouve cela dans notre magazine L'Actuel qui sera publié aujourd'hui ou demain. Tout le monde pourra donc lire ce texte et c'est un peu ce que nous disons. Nous ne faisons pas de recommandations électorales pour une personne ou un parti, mais notre recommandation électorale, c'est regarder ce document et celui qui remplit nos vœux va faire la bonne politique dans l'intérêt des gens. Donc c'est adressé à nos membres. Nous distribuons dans les entreprises et dans diverses organisations. Si vous êtes intéressés, nous pouvons vous l'envoyer de manière électronique et aussi sous forme de papier. Mais évidemment, cela s'adresse aussi et surtout aux politiciens et pour cette raison, nous avons envoyé le document à tous les partis politiques et nous avons aussi, une nouvelle, nous avons dit aux partis que nous voulons un échange avant notre prochain comité national pour que nos membres sachent quelle est la position des différents représentants et nous avons donc invité les différents partis à une table ronde où nous allons là aussi, nous ne pourrons pas examiner l'ensemble du programme, mais nous allons traiter les principaux sujets qui nous concernent, qui nous intéressent. Donc, nos priorités que nous voulons traiter dans cette table ronde, ce sera le 13 septembre, le soir, ici dans la Maison du Peuple, et nous espérons que tous les partis vont envoyer un représentant pour avoir un débat animé par rapport aux principaux sujets. Maintenant, je vous ai un peu fait un relevé de la table des matières de notre brochure. Évidemment, des sujets comme la numérisation, l'écologie, la transition juste, ce sont aussi des sujets importants, transversaux, qui se retrouvent dans tous les autres sujets, parce que cela fait partie d'une grande entité. On ne peut pas parler de la protection du climat et de l'environnement si on ne le fait pas aussi dans le contexte du travail, du logement, des impôts, de la lutte contre les inégalités, etc. Et donc ce matin, dans notre comité national, nous avons encore une fois présenté ce document et nous l'avons discuté et nous avons dû faire le constat que il y a beaucoup de pain sur la planche pour ces différents chantiers et cela va se concrétiser par le fait que nous avons vu et que en rendant public nos revendications, nous avons tout de suite eu une réaction de la part des patrons ou une contre-proposition plutôt. L'UEL, comme vous l'avez vu, a peu après réagi avec une conférence de presse où ils ont en fait présenté leur point de vue et ce matin nous avons aussi analysé leurs revendications. Il faut commencer par le fait que l'UEL, la plus grande fédération patronale,
comme partenaire social de l'EGBL et dans les organismes nationaux et notre partenaire de négociation à tous les niveaux. Et à nos yeux, il y a des intérêts communs. Et l'un de ces intérêts communs, c'est un peu la devise de leur publication, à savoir la pénurie de main-d'œuvre. Nous savons que dans tous les domaines économiques, on recherche de la main-d'œuvre, surtout. Nous avons surtout une pénurie de main-d'œuvre au niveau des talents des experts et nous regrettons que nous parlons tout le temps de talent et nous oublions l'aspect humain. Et il devrait, en plus, les talents devraient être durables et nous espérons que les emplois et les conditions de travail soient de manière à permettre de travailler correctement sur le marché du travail luxembourgeois. Mais nous regrettons, nous faisons le constat que nous avons une pénurie de main-d'œuvre, mais la position du patronat à Luxembourg, à nos yeux, malheureusement, incite plutôt à ne pas venir chercher un emploi à Luxembourg, avec entre autres le fait que leur solution consiste à demander aux gens de travailler de manière plus flexible et de dire oui, bon, nous ne pouvons pas respecter des plans d'organisation ou des plans d'organisation du temps de travail. Nous avons besoin de plus de flexibilité. Vous connaissez ce sujet. Donc, on devrait tout le temps être disponible et le patron devrait pouvoir rappeler tout le monde au travail à tout moment. À notre avis, cela rend les conditions de travail plus difficiles parce que cela devient de moins en moins compatible avec la vie familiale et la vie privée. Et en même temps, cela n'augmente pas l'attractivité des métiers et cela ne répond pas aux besoins actuels. Nous parlons aussi d'une flexibilisation de la forme des contrats de travail en tant que syndicat. Nous allons toujours mettre la priorité sur les contrats à durée indéterminée. Pour nous, c'est un contrat de travail très important qui doit s'appliquer. Nous voulons que l'on ait régulièrement recours à des CDI et si l'UEL dit qu'elle veut surtout miser sur des situations de travail précaires avec des contrats à durée déterminée et des perspectives d'avenir incertaines pour le secteur. Et un grand point pour nous, c'est un des plus grands problèmes qu'ils soulèvent, à savoir qu'ils entendent réformer le système des pensions. Et là, ils disent tout simplement, ils ont 2 points. Ils veulent que les gens travaillent plus longtemps et ils veulent aussi que les salaires élevés payent moins dans notre système des pensions. C'est un peu le contraire de ce qui, à nos yeux, serait la bonne solution pour rendre le marché du travail luxembourgeois plus attractif et aussi pour pérenniser notre système des pensions. J'y reviendrai. Mais ce sera sans doute un sujet. Même chose pour les impôts. Leur revendication, c'est d'avoir une plus grande attractivité fiscale pour les entreprises. Et pendant le dernier mandat, nous avons eu toute une série d'augmentations fiscales pour les personnes physiques et des baisses pour les entreprises. Et nous sommes d'avis que maintenant, il faut viser une plus grande équité fiscale entre les personnes physiques et la question des impôts en général, entre donc l'imposition des revenus et l'imposition du travail. Et donc, on ne peut pas comprendre à nos yeux ce qu'ils revendiquent. Et un petit point où nous avons eu des aspects communs, c'est intéressant, c'est la question du télétravail, où ils visent aussi une harmonisation des règles avec les pays voisins pour optimiser le télétravail. Ce matin, nous en avons brièvement parlé et nous avons dit dans une phrase, vous l'avez sans doute déjà appris, nous sommes contents que l'on ait eu un arrangement par rapport à la sécurité sociale
Dans le contexte du télétravail, nous sommes contents qu'on ait trouvé un accord qui a été signé par le Luxembourg, la Belgique et l'Allemagne avaient déjà signé, récemment aussi la France, donc avec nos 3 pays voisins, nous nous sommes mis d'accord pour cette partie du mois. Le seuil des heures réalisables pour le télétravail a été augmenté. Et donc maintenant, là, nous sommes dans une situation où nous pouvons un peu, bon, je souligne, c'est seulement le volet de la sécurité sociale. Toute la fiscalité n'est pas encore concernée et cela concerne seulement le télétravail. Et nous voyons aussi que, quelle que soit la suite, l'avenir sera difficile et nous allons devoir continuer à nous engager contre les patronats, ceci à tous les niveaux, pour défendre les intérêts des salariés. Et cela vaut aussi du point de vue politique, et là aussi nous en avons parlé ce matin, un grand volet de la politique menée dans ce pays, comme dans tous les pays européens, c'est ce que la Commission européenne nous prescrit. Actuellement, nous sommes dans le processus du semestre européen, où nous avons reçu les recommandations de Bruxelles par pays. Nous les examinons avec le gouvernement et avec le patronat et nous voyons que ça ne va pas devenir plus facile pour nous, mais effectivement, la Commission européenne a fait marche arrière pour la question des économies et recommande aux pays de freiner davantage et de fermer le robinet pendant la pandémie et après nous avions la clause échappatoire et maintenant on veut nous ramener vers une politique d'austérité en Europe. Bon, c'est-à-dire qu'on veut ralentir, mais à notre avis c'est contre-productif parce que maintenant il faut agir et augmenter les investissements et surtout ne pas trop freiner parce que cela va mener à ce que nous avons vécu lors de la dernière crise, la crise économique, où dans tous les pays, nous avons eu une politique d'austérité avec toutes les conséquences fatales sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. Tout cela a été prouvé, mais aussi sur le plan politique. Et à l'époque, nous avons vécu cette politique d'austérité à Luxembourg. C'était sous le ministre de l'époque, Luc Frieden, qui en 2012 avait mis sur la table le paquet d'avenir avec toute une série de mesures d'épargne qui ont concerné les gens. Et là, nous mettons en garde, on ne pourra plus refaire cela avec le GBL, ce serait contre-productif. Ce que nous pouvons faire maintenant, pour nous et pour les générations futures, et pendant toutes les polycrises dans lesquelles nous sommes encore, avec en vue une sortie de crise, il ne faut surtout pas dire nous allons commencer une politique d'austérité, ce serait le mauvais message. Et si l'Europe nous donne des recommandations pour faire des économies, bon alors ils ont toujours l'idée de taper sur notre système des pensions. Ce n'est pas nouveau. Cela revient tous les ans. Nous avons toujours cette attaque, mais pour l'instant, malheureusement, on est en train de créer une certaine ambiance autour de notre système de pension. Et il faut dire que les représentants du patronat, depuis un certain nombre de mois, disent voilà, il faut que notre système des pensions soit réformé. Et nous voyons ce qui se passe en Europe, dans d'autres pays. Nous voyons un peu dans quelle direction ça va aller. Nous avons le bilan de notre système de pension de la part de l'IGSS qui nous dit attention. Et nous voulions contrer de cela avec des preuves, chiffres à l'appui, pour montrer que il faut rester très prudent dans cette approche. C'est très important que tout le monde sache, nous l'avons toujours dit, si
les indicateurs prédisent pour 2070 un mur des pensions. Bon, là, nous sommes vraiment dans le domaine d'une boule de cristal. Ce n'est pas prédire, on ne peut pas prédire cela aujourd'hui. Et les projections pour 50 ans, par le passé, il y en a toujours eu, mais elles étaient toujours fausses, ce qui est tout à fait normal. Si nous regardons, si en 2023, on dit que si tous les pronostics se confirment, si la productivité diminue et si l'emploi se développe, alors il se pourrait qu'en 2070, on ait un problème au niveau des réserves. Bon, si on imagine en 73, si on avait dit que la situation serait ce qu'elle est en 2023, bon, au cours des dernières années, on a vu qu'il faut être très prudent. Nous avons eu une guerre en Europe, il y a eu la crise énergétique, il y a eu des conflits commerciaux à travers le monde. Tout cela n'était pas prévisible et on sait quand même que c'est difficile de se prononcer pour une aussi longue période. Et pour cette raison, nous ne sommes pas contents de cette discussion, peut-être à d'autres niveaux, mais pas pour le calcul des pensions. Et nous disons, regardons un peu ce qui va se passer dans un avenir prévisible. Et là, nous sommes dans une situation confortable. Et il faut aussi le dire pour contrer ce que les autres font. Ils dessinent tout en noir. Et un exemple, il y a beaucoup de chiffres pour le prouver. Nous avons les réserves du fonds de compensation que tout le monde connaît, qui sont très confortables et qui nous permettent toujours, nous sommes à 23,4 milliards de réserves au fonds de compensation, avec un solde de 1,5 milliard. Donc, c'est déjà beaucoup en comparaison avec d'autres pays. Et là, on a fait un calcul ce matin. Nous pourrons encore 4,29 fois couvrir toutes nos dépenses des pensions. Donc, nous ne sommes pas encore dans l'obligation de réagir. Et nous voulons un peu diminuer la panique. Au contraire, nous sommes d'avis qu'il faut redresser certaines choses. En 2012, il y a eu la dernière réforme des pensions, aussi, qui reposait aussi sur des projections qui ont été faites à l'époque, et 10 ans plus tard, ces projections étaient totalement fausses. Donc c'était inutile de procéder à cette réforme des pensions négatives. Et la réforme des pensions a entraîné toute une série de détériorations. Et là aussi, je ne voudrais pas en parler cet après-midi, mais si cela vous intéresse, de voir tout ce que nous perdons après cette réforme des pensions de 2012, il y a un excellent document de la Chambre des salariés que vous retrouvez sur le site de la Chambre des salariés qui fait un très bon résumé. Et à la première page, vous le voyez, en raison des détériorations causées par la réforme des pensions, un salaire moyen, si en comparaison avec l'avant-réforme, cette pension a diminué de 13%. Ça fait beaucoup pour un retraité. S'y ajoute la deuxième mesure, le non-réajustement intégral décidé dans la réforme des pensions. Et si on prend le même salarié avec un salaire moyen, alors s'il a été pendant 25 ans en pension avant ou après la pension, alors il perd jusqu'à 32%. Et nous sommes d'avis que ce n'était pas correct et ce n'était pas nécessaire à ce moment-là. Et il faudrait faire quelque chose au contraire pour augmenter les pensions minimales plutôt que de procéder à des détériorations. Encore un mot par rapport à l'UEL, la solution pour les pensions. Pour eux, bon, il faut considérer la soutenabilité du système des pensions. Et nous avons toujours dit, si rien ne va plus, il faudra réagir parce que, bon, là, nous avons toute une série de mesures avec aussi des augmentations des cotisations. Mais même si nous avons un des taux les plus faibles en comparaison européenne, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, ils veulent augmenter l'âge de la retraite.
Et cela doit aussi illustrer l'agressivité ou des patrons. Nous vieillissons tous. J'ai un dossier à l'EGBL. Nous avons vu ce matin que l'espérance de vie a augmenté, certes, mais c'est quand même une espérance de vie qui ne se déroule pas en bonne santé. Puis je regarde tous les secteurs, et des secteurs qui sont exposés en première ligne avec des conditions de travail difficiles. Et maintenant, nous disons à ces gens, il faudra que tu travailles plus longtemps, parce que nous vieillissons tous. Donc ce n'est certainement pas un facteur pour améliorer le système à Luxembourg. Et ça, c'est un premier point. Et puis, il y a le plafond cotisable qu'ils veulent diminuer pour que les riches payent encore moins. Et nous disons le contraire doit se passer le cas échéant. S'il faut faire quelque chose, alors il faut déplafonner les cotisations. Bon, voilà, finalement, ils ont aussi un petit point dans leur programme. Ils disent le processus de décision dans les entreprises doit se retrouver du côté des patrons. Donc c'est une attaque contre les conventions collectives. En Europe, ils disent que le taux de couverture des conventions collectives doit augmenter. Et c'est ce que nous revendiquons depuis longtemps. Et là, nous sommes très loin de la justice fiscale et des recommandations européennes. Et donc, les défis sont nombreux et nous pouvons dire en résumé que le volet politique de notre combat va certainement entraîner des discussions pour la question de la pauvreté. Nous avons un manque de réforme. On a longtemps dit que la pandémie nous a empêchés de faire quelque chose. Ça suffit. Il faut maintenant améliorer certaines choses. Il nous faut une nouvelle loi sur les conventions collectives, une discussion sur une réduction du temps de travail, la question du salaire minimum. Toutes ces questions, il faudra les traiter. Donc, il y aura aussi des discussions pour le système des pensions. Et évidemment, nous allons avoir des discussions sur l'index, parce que là aussi, les attaques se poursuivent. Et en une phrase, c'était toujours un combat, cela va rester un combat. Et là, nous sommes conscients des défis qui nous attendent. Et un dernier grand dossier que nous avons discuté ce matin, pour des raisons de temps, nous en avons parlé brièvement, pour la question de la sécurité sociale et de la santé, avec toute la politique menée à Luxembourg. C'est un sujet délicat, comme vous le savez tous. Et là, nous voyons ce qui se passe et nous allons très fortement faire opposition. Actuellement, il y a d'autres forces politiques et d'autres voix dans la société qui, en fait, veulent tous aller dans la direction d'une commercialisation de notre système sanitaire. Et c'est une solution inacceptable pour nous, parce que c'est un des éléments de notre politique de la santé qui repose donc sur un système public solidaire, et il faut en être conscient. Si nous regardons comment la pandémie a été gérée en comparaison avec d'autres pays, nous n'avons pas permis que les gens viennent s'enrichir au détriment des malades. Et il faut continuer ainsi. Et je vous dis que là, il y a de nombreuses forces qui envisagent de libéraliser tout le secteur pour améliorer le système. Mais le contraire est vrai. Il faut assurer notre système, le renforcer. Et il faut éviter d'avoir une médecine à deux classes où seuls les super riches peuvent se permettre d'aller voir le médecin et les autres ne le pourront plus. Il faut défendre notre système à Luxembourg. C'est un combat important. Ce matin, nous en avons parlé. Carlos a fait un rapport de la quadripartite où tout cela a été un sujet.
Donc nous voulons des améliorations des prestations et nous allons faire opposition à toutes les détériorations. D'ailleurs, nous sommes contents que la ministre de la Sécurité sociale et de la Santé se prononce aussi contre une réduction des prestations. Et donc aujourd'hui, il nous faut un renforcement du système et non pas un affaiblissement. Nous sommes contents que cela bouge au niveau du paiement intégral direct, par exemple. Vous savez de quoi nous parlons. Donc, on ne devra plus payer la facture du médecin, mais on pourra tout de suite obtenir une couverture par le biais de la CNN. Donc là, il y a du pain sur la planche et nous avons besoin d'une amélioration du système, mais il faudra toujours que ce soit intégré dans notre système de la santé publique. C'est ce que le Fonds national de la santé revendique. Et, le plan a été présenté récemment et là, le mot d'ordre, c'est que nous avons une reconnaissance politique pour que cela reste entre les mains de public et que les forces ultralibérales ne doivent pas s'accaparer de ce secteur. Et maintenant, il faut tout mettre en pratique dans ce sens. Et c'est sans doute aussi un des défis qui nous attendent pour les années à venir. Et nous ne sommes pas seuls dans ce combat au niveau européen. Nous sommes du même avis que tous les autres syndicats. Au congrès de la CES, d'ailleurs, nous en avons parlé ce matin pour parler aussi du programme de la CES au niveau européen. Et toutes nos revendications ont été citées. Et la CES lance aussi un appel pour les actions syndicales et dit que nous devons faire opposition pour défendre les intérêts des gens. Et là, s'il y a d'autres questions, bon, je dois terminer un peu plus rapidement, mais ce sont certainement des défis que nous connaissons un peu partout en Europe, où tous les syndicats devront réagir en commun. Et pour terminer, dans notre comité national, nous avons, comme toujours, parlé des différents secteurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne peux pas insister sur tous les détails. Quelques bonnes nouvelles. Nous avons signé une convention collective et nous n'ignorons pas que parfois nous réussissons quand même à signer des conventions collectives positives. Un bel exemple, c'est quand même une partie de la Goudière, une ASBL séparée, les infirmières et le personnel de la santé. Il n'avait pas de convention collective. Et là, nous avons obtenu un accord séparé qui veut qu'ils obtiennent une grille de salaire. Et c'était un chemin très long qu'il a fallu effectuer, mais dans le commerce aussi, nous négocions tous les jours de nouvelles conventions collectives. Ce sont de bonnes nouvelles pour les salariés. Mais nous avons aussi des dossiers plus délicats. Évidemment, le dossier du secteur de la construction. Je ne vais pas insister, Jean-Luc est responsable pour ce secteur, mais c'est certainement une situation difficile. Là aussi, on fait du catastrophisme, on dit que la situation est mauvaise dans la construction. Mais bon, la construction, ce n'est pas seulement le logement, c'est aussi le génie civil, la construction de routes et d'autoroutes, où pendant des années, des bénéfices énormes ont été réalisés et où rien n'a été fait au niveau des conventions collectives, où les gens ont participé à la création de la richesse dans ce secteur. Et maintenant, il faut négocier une convention collective. Donc les gens du syndicat sont prêts et vont mobiliser pour faire en sorte qu'il y ait une signature d'une convention collective. Et ils lancent un appel au patronat pour trouver un accord raisonnable. Mais ce n'est pas facile. De toute façon, nous ne pouvons pas accepter que les salariés ne reçoivent rien alors qu'ils attendent depuis longtemps. D'autres secteurs
difficile, c'est au niveau de l'industrie, avec de nombreuses restructurations qui se produisent. Et bon, il faut faire en sorte que les gens restent dans un emploi ou qu'ils trouvent un autre emploi parce que les firmes ferment leurs portes. Il y a d'autres secteurs dans l'industrie qui tournent bien. L'industrie, c'est certainement un domaine qui est fortement concerné par la numérisation. Et il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de suppression d'emplois. Ce matin, nous avons été confrontés à une fermeture d'une entreprise qui a occupé une cinquantaine de personnes à Luxembourg. Nous n'avons pas vraiment compris, parce qu'il y a quelques mois, on a encore fait du bon travail, tout a fonctionné, mais c'est une décision de fermer la firme Siemens à Luxembourg. Voilà. Avec Coca-Cola, nous sommes en train de négocier une convention collective et ça ira maintenant à la conciliation. C'est une entreprise qui va bien, mais qui ne veut pas rémunérer son personnel correctement. Et là, bon, vous voyez que nous ne sommes pas en manque de travail. Et pour les questions de sociétales en général, nous avons encore beaucoup de travail. Nous clôturons par là. Nous voulons la diversité, la liberté et aussi pour le festival Pride ici à Esch, qui est une manifestation organisée tous les ans. Nous allons aussi être présents et participer à la manifestation. Nous aurons un stand et nous sommes contents. Bon, si vous voyez ici les tracts de l'EGBL, nous aurons aussi des affiches, des pins. Nous voulons la diversité, nous voulons l'égalité entre hommes et femmes, nous voulons l'égalité des genres en général. Et nous participons à toute une série d'actions. Nous avons aussi lancé une campagne qui dit que la place de la femme est dans le syndicat et pas dans la cuisine. Et pour cette raison, nous avons donc organisé toute une série d'événements, de conférences, de formations à ce sujet. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de la présentation. Et je ne sais pas comment nous allons réussir à tout faire.